Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Julien Assouline, je suis aussi de Capgemini Invent et je suis en charge du secteur banque assurance. Donc Stéphane nous a confié une mission un peu impossible, c'est d'aborder le futur de la banque en 1 heure. Alors je suis bien accompagné dans cette mission, je vais présenter les différents intervenants au fur et à mesure que je vais leur poser des questions. On devrait parler de data, d'innovation, de digital. On devrait parler de clients aussi, j'espère de clients pas uniquement particuliers, mais pros et en petites entreprises. Donc tout ça en 1 heure. Donc j'ai préparé quelques questions et je vais faciliter cette table ronde. Et puis après, n'hésitez pas à intervenir et poser des questions aussi en deuxième partie. Je voulais commencer à réagir sur l'étude qui vient d'être présentée et notamment toute la partie relation client. Pour ça, je vais commencer par Marie-Cécile. Donc Marie-Cécile, je vous présente rapidement. Donc vous êtes chez AXA Bank depuis une quinzaine d'années. Vous en êtes la dirigeante depuis 5 ans, après avoir effectué différentes fonctions, notamment directrice financière comptable, aussi en charge de la relation client et des activités de retail. Cette étude et ce qu'elle aborde notamment sur la relation client, qu'est-ce qui vous marque le plus et qu'est-ce qui vous paraît pérenne dans les modèles de relation client demain? Alors, je ne connaissais pas le débrief. On le découvre, hein, donc je prends un peu à froid. On le découvre en live et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui illustrent justement exactement la stratégie d'AXA Bank qui justement propose, on va dire, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois le direct et à la fois un réseau d'agents, des agents indépendants qui proposent la banque. Et donc on voit bien, on est dans une relation figitale et donc nous c'est exactement notre stratégie. Donc je veux dire qu'on s'est plus que retrouvé dans cette présentation. Donc je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Je pense que en fait, si on fait encore plus simple, avec une vision très hélicoptère, le client, lui, il a tout simplement envie qu'on réponde à ses besoins. Et ces besoins, c'est plus les besoins qu'il pouvait imaginer d'une banque traditionnelle. Maintenant, c'est vraiment des besoins qu'il va comparer à ce qu'il peut trouver dans les autres secteurs de consommation. Et d'ailleurs, tout ça a été en plus renforcé par cette période de Covid. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça soit simple. Et donc voilà, il veut faire des opérations en un clic, il veut ouvrir des comptes très très facilement et profiter d'innovation. Alors, pas pour le plaisir d'innover, hein, mais vraiment pour proposer des véritables usages qui sont utilisés par les clients. Ensuite, il veut de l'immédiateté. Avec Amazon, hein, il est habitué à ça. Il commande, il est livré le soir. Donc là, c'est pareil. Et donc, notamment, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se développent à travers l'immédiateté, notamment sur les transactions, sur les cartes bancaires. Il veut savoir tout de suite ce qu'il a dépensé. Ensuite, il veut de la personnalisation. C'est-à-dire qu'il ne veut plus recevoir des tonnes d'emails où on lui propose tout et n'importe quoi. Il veut des choses qui lui soient adaptées. Et pour ça, il faut effectivement exploiter au mieux les données. Il veut que ces données elles soient sécurisées. Et ensuite, il veut vraiment qu'il y ait un accompagnement, qu'il soit parfaitement accompagné. Donc là aussi, hein, ça reprend exactement ce qui a été dit dans votre étude. Il veut être accompagné dans les moments difficiles. Nous, on l'a vraiment vu lors du Covid. Notamment, il y a eu tous ces sujets où il voulait pouvoir reporter ses échéances de crédit. Et donc ça, nous, il a demandé une aide très très forte là-dessus. Ensuite, il veut pouvoir, quand il le souhaite, prendre rendez-vous avec son conseiller. Et je crois que d'ailleurs, ce qu'ont pu proposer les banques traditionnelles pendant le Covid, finalement, c'est certainement le modèle de demain. C'est-à-dire, je ne vais plus à l'agence et on me dit non, ce n'est pas disponible. Donc, il veut prendre rendez-vous. Et ensuite, dans les moments de vie importants, et donc là, je pense notamment au crédit immobilier, il veut pouvoir rencontrer un conseiller, un agent. Et ça, nous, on le voit vraiment, même chez les jeunes, hein, c'était en partie dit aussi dans votre étude, eh bien, ils ont beau être jeunes, ils ont beau être très, très digitaux. À un moment donné, quand ils font un projet de vie qui est notamment le crédit immobilier, eh bien, même les jeunes veulent pouvoir rencontrer un conseiller. Donc, je pense que
ça dresse un peu la banque de demain et c'est complètement en lien avec ce qui a été expliqué dans votre étude. Merci. Alors ça me fait une bonne transition parce que je voulais poser un peu la même question à Geoffroy et vous avez parlé de crédit à l'instant. Geoffroy, je me permets de vous présenter aussi. Donc vous êtes cofondateur de United Credit en 2009. Avant ça, vous avez effectué différentes fonctions dans le conseil ou aussi dans la distribution d'énergie, donc des choses assez variées. United Credit, c'est une des plus grosses fintech françaises. Vous faites partie des Next 40, donc félicitations. 150 millions d'euros levés depuis 2009 et 2,5 milliards d'euros de prêts originés. Et vous êtes à la fois dans le B2C, dans le B2B, dans le B2B2C. Donc vous proposez différentes modalités de distribution de vos produits. Et donc c'est cette transformation de la relation client, ce qui a été évoqué sur le crédit, le besoin d'humain. Voilà, pareil, qu'est-ce qui vous paraît pérenne, qu'est-ce qui vous paraît durablement transformé ? Merci Julien. Tu évoquais effectivement le développement de notre activité B2B qui est assez récent, donc j'en dis juste 2 mots, puisque ça fait 2-3 ans que les technologies de prêt qu'on a développées en interne, sur les 450 collaborateurs de l'entreprise, il y en a 150 dans les équipes Tech Data Produits, on les met maintenant à disposition sous forme d'API, soit d'acteurs, banques, assureurs, fintech, qui souhaitent lancer leur propre offre de crédit. C'est ce qu'on fait avec N26, Fortuneo, Lydia, Co. Soit plutôt d'acteurs de la distribution, du retail, qui souhaitent proposer le crédit comme un moyen de paiement. Avec notre marque de fabrique par rapport à tout le crédit dérégulé qui est en plein essor, de proposer ce type de crédit sous forme régulée, sous un format de crédit encadré par la réglementation. Et donc là, avec des partenaires qui sont Free, Microsoft, Apple, etc. Et cette activité représente quasiment 25% maintenant de nos revenus et une part encore plus importante des marges de l'entreprise. Moi, j'ai juste un point de vue sur le sujet que tu évoques. Il y a clairement une accélération de la digitalisation. Bon, je vais pas reprendre les chiffres, mais la grande question qui se pose pour les acteurs du marché, c'est savoir s'ils vont soit développer ces nouveaux services, ces nouvelles offres, ces nouvelles compétences digitales en interne, ou alors en s'appuyant sur des spécialistes. Et là, c'est donc le point de vue que nous, on peut développer. Il y a sur les métiers du crédit en particulier, alors je ne sais pas si c'est le cas dans tous les types de produits et services, étant donné la complexité technique, réglementaire, les ruptures technologiques dans les modèles de score qui viennent notamment de la partie DSP2, donc l'accès au compte bancaire des clients, on observe une très forte demande de tous les grands acteurs européens, venant de tous les pays européens, pour l'externalisation d'une partie des technologies sur les métiers de crédit aux particuliers. C'est encore plus vrai dans des marchés très fragmentés, comme l'Allemagne et l'Italie, où il y a encore en Italie beaucoup de banques, où il y a 4 agences, une banque qui appartient à une famille, 4 agences dans 2 villes différentes qui sont à 100 km d'écart. C'est assez fréquent en Italie. Et donc, les investissements technologiques requis pour la digitalisation de types de produits comme le crédit ne sont tout simplement pas possibles pour ce type d'acteurs. Et donc ça, c'est ce qu'on observe en Allemagne et en Italie. En France, plus proche de nous, ce qu'on voit, c'est que des acteurs qui ont des banques intermédiaires, on appelle ça, nous, les tier-2 banques et assureurs, sont dans la même situation. Et c'est pour ça que dans nos partenaires, N26, Lydia, Fortuneo, pourquoi ces 3-là c'est des acteurs de taille moyenne ou qui n'ont pas les capacités d'investissement ou technologiques et qui nous externalisent donc ces services. Donc je pense que la grande question qui se pose, c'est sûr qu'il y a une digitalisation, mais c'est comment on l'adresse. Est-ce qu'on fait le choix de développement interne? Est-ce qu'on fait des alliances capitalistiques ou technologiques ou commerciales avec des acteurs externes? Je pense que c'est la question qui se pose pour tous les acteurs du secteur.
Frédéric, c'est un des sujets dont tu m'avais parlé également quand on a préparé la table ronde. Je te présente. Donc, tu es directeur de l'innovation du groupe BPCE. Avant ça, tu as été un des acteurs clés de la création de 89C3, qui était l'entité digitale du groupe BPCE. Et tu as une longue carrière dans les télécoms, le digital, et notamment aussi chez Voyage SNCF, où en tant que DG adjoint, vous avez lancé, dynamisé voyagesncf.com. Un des sujets qu'on avait abordé, c'était autour de cette relation client aussi, et les investissements nécessaires que vous devez faire dans l'innovation notamment, et votre capacité à faire vous-même ou à s'allier. Donc, c'est un... Ouais. Bonjour à tous. Peut-être une remarque liminaire. Là, je ne sais pas si vous avez vu les news, mais il y a Visa qui a dit qu'ils allaient racheter Tink. Bon, j'espère qu'en Europe, on fera la même chose que les Américains. Hein, c'est-à-dire que, voilà, je vais passer le message. L'étude, on se retrouve complètement dedans. Nous, il y a 5 ans, quand j'ai rejoint BPCE, plutôt que de créer une banque digitale, on a décidé de monter le niveau digital de tout le monde. Et comme tu le disais, après avoir bossé dans les télécoms et dans le voyage, on savait que c'était faisable, quoi. Donc on a fait ce pari, plutôt que de créer une banque digitale ad hoc avec des gens qui même me suivent, on a plutôt dit on va prendre tout le monde et on va mettre tout le monde dans le digital. Et nous, il y a un angle qu'on aime bien prendre par rapport à ce qui a été présenté, c'est de parler de comment le vivent les conseillers. Parce qu'on a parlé, quand on fait un sondage, on parle aux clients en général, parce que viser les conseillers, c'est quand même compliqué avec une méthode terrain. Et ce qu'ils nous disent, parce que nous, on s'interroge beaucoup, et puis il faut pas cacher, il y a quand même des peurs par rapport à ça. Et ce qu'ils nous disent, en fait, c'est que ça a vraiment changé la manière dont ils parlent avec leurs clients, que les opérations courantes, elles sont assurées par le digital, etc. Moi, perso, j'aime bien regarder mes comptes le dimanche. Ça m'est insupportable de ne pas pouvoir le faire si jamais l'agence est fermée, quoi. Donc, voilà. Après, je suis d'accord, il y a besoin d'avoir des comptes qui vont plus vite, qui se mettent à jour plus vite. Et là, je crois qu'il y a des gros progrès à faire là-dessus. Mais on voit qu'en fait, les conseillers, et puis c'est ce que tu as dit dans l'étude, c'est-à-dire que la banque, c'est un métier de stock, et que plus on libère les gens des affaires courantes et des opérations, plus ils peuvent se concentrer sur vendre, sur les opérations impliquantes pour les clients, etc. Donc voilà. Donc, et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la vitesse avec laquelle le mobile a pris. Aujourd'hui, chez nous, c'est 2/3 des contacts. Et c'est les gens qui ont un mobile, ils utilisent ça 18 fois par mois, quoi. Donc, quasiment tous les jours ou une fois tous les 2 jours, ils viennent. Et on s'est amusé à comparer ça, parce que, bon, avec les histoires de médias dont je viens, en fait, ça nous met comme 3e média français en termes d'audience. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont fait du e-commerce, derrière la météo, non? Alors c'est derrière. Non, je parlais des médias de news, quoi. T'es devant BFM ou? Ouais, en quelque sorte. Donc voilà. Et moi je pense qu'il y a vraiment un changement là. L'an dernier, il y a eu 260 milliards qui ont été investis par les VC dans l'innovation globalement, dont 105 dans les fintech, alors que c'est peut-être 7% du PIB. Donc on voit qu'il y a... C'est right now. Et il y a 5 ans, comme vous l'avez dit, il y avait beaucoup de néobanques et on pensait qu'elles allaient emporter tout. Alors on n'a plus le droit de les appeler néobanques, mais on va continuer à les appeler comme ça, parce que l'autre terme, je ne sais plus lequel c'est les services financiers ou un truc comme ça. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Et ça ne s'est pas passé. Mais je pense que là, la nature de la concurrence a vachement changé avec beaucoup de boîtes dans les verticaux, donc tu témoignes. Et voilà, et nous, on est à l'orée d'un nouveau truc, parce que 105 milliards en R&D pour suivre bonjour, quoi. Il y en a qui sont des concurrents, et il y en a d'autres qui vont nous aider à servir nos clients. Donc nous, ce à quoi on réfléchit, c'est comment on harnache sur les fintech qui concourent à servir nos clients avec nous pour mieux servir nos clients et continuer à faire ça. Donc, et pour moi, c'est ça vraiment l'open banking, quoi. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre en ce moment.
Voilà. Et puis après, par rapport à ce que tu as dit, là, j'adhère. Par exemple, aux États-Unis, je crois qu'il y a une boîte de crédit qui fait 7 des 10 plus grandes banques des États-Unis qui fournit les logiciels, tout ça. Il n'y a qu'en France où les boîtes, on est tous à refaire notre IT à la maison. Voilà, bon, ça c'est une petite remarque sur mon ancienne vie. Merci. Merci. Claire, donc tu es directrice de l'innovation de la Société Générale. Tu as une carrière de plus de 15 ans dans le digital, à la fois consultante, bancaire en France, en Angleterre. Une actualité aussi importante à la Société Générale. On parlait d'investissement, de rachat. Vous avez fait des rachats marqués ces derniers temps. Vous avez Boursorama. L'innovation, du coup, à la Société Générale, comment tu l'orientes, vos priorités, et voilà, et aussi peut-être rebondir sur les derniers sujets évoqués. Est-ce que ça résonne chez vous aussi ? Eh ben, merci Julien. Donc, d'abord, quelques précisions. Boursorama, c'est un modèle rentable. Donc, on a annoncé la rentabilité en 2023 avec une croissance client qui est estimée qui est aujourd'hui à peu près 3 millions et qui va vers 4,5 millions en termes d'ambition à 2025. Donc aujourd'hui, ce qui explique le delta de rentabilité, c'est l'investissement simplement qu'on fait dans le digital marketing en termes de conquête, puisque comme tu l'as mentionné, il y a une accélération sur les marchés. Donc l'année dernière, on a conquis 500 000 nouveaux clients au niveau de Boursorama, qui viennent d'une grosse partie, plus de 20% des banques traditionnelles, qui offrent le modèle traditionnel, qui souvent, la question c'est à quel niveau vont-ils se débancariser des banques traditionnelles ou pour aller purement sur un modèle digital. Mais donc c'est ça qui est en train de se passer, c'est uniquement une question de conquête. Après, Boursorama a trouvé son modèle d'affaires, ce qui n'est pas le cas d'autres néobanques qui étaient mentionnées, qui elles n'ont pas trouvé leur modèle d'affaires. Donc c'est aussi ça qui peut passer la différence. Mais donc du coup, nous on a une stratégie assez claire dans la banque de détail en disant qu'on offre les deux modèles. On offre un modèle qui est purement digital. Alors le modèle purement digital, il est quelque part un peu one size fits all. Hein. Il n'est pas là pour... il a aujourd'hui Boursorama, pour vous donner une idée, opère 15 000 conversations par jour sur les chatbots, les callbots. Principalement, va vous rediriger sur le chatbot, le callbot quand vous êtes une clientèle mass market. Quand vous êtes une clientèle premium, va avoir des fils avec de l'intelligence artificielle au niveau de la téléphonie pour vous prioriser, passer vos services en premier. Va bien comprendre la nature de son client à travers l'analyse des données et pouvoir, pour notamment beaucoup d'opérations de trading qui ont été faites là dans les 12-18 derniers mois, prioriser ces produits qui dégagent plus de valeur et également, évidemment, avec une très forte force commerciale de cross-sell et d'upsell sur les clients qui sont là. Donc, en général, en 12-18 mois, on voit que rapidement, ils s'équipent sur plusieurs produits qui sont disponibles dans la gamme Boursorama. Donc, c'est vraiment un modèle digital, industriel, qui ne cherche pas à être autre chose que ce qu'il dit, qui cherche simplement à servir avec une excellence dans le digital ses clients et qui aujourd'hui fonctionne. Hein. C'est Boursorama, c'est le leader depuis plusieurs années côté NPS des banques en ligne en France. Il est, quand on le rank avec tous les NPS des banques, même traditionnelles, un modèle très bien positionné. Mais, comme tu le mentionnais, Cécile, c'est pas un modèle non plus qui attire toute la clientèle. Par contre, la clientèle Boursorama, elle n'a aucun problème à faire son crédit immobilier sur Boursorama, full online. Elle est très à l'aise par rapport à ça. Elle va ressembler à des clients de Geoffroy. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de segmentation spécifique sur les banques en ligne. Il n'y a pas des jeunes. On peut juste dire, Boursorama, ce qu'on constate, c'est que c'est un peu de la clientèle plus urbaine. Certes, mais on peut se dire aussi, encore une fois, quand on a tellement de croissance, rappelez-vous, aujourd'hui, on a 3 millions de clients, on en a fait 500 000 l'année dernière. Juste en Q1, on en a encore fait... ça veut dire qu'à la fin de l'année, on en fera encore plus. Les chiffres ne sont pas encore publics sur le Q1. J'ai envie de dire, c'est vrai que la base client, là, telle qu'elle est, elle a une connotation urbaine, mais c'est vraiment difficile de dire que c'est que ces clients-là que Boursorama va capter sur le long terme, surtout que la marque s'établit. Vous avez pu voir les campagnes avec Brad Pitt, avec Mike Tyson. Voilà, même on a eu la campagne dans le métro à Paris où il n'y avait même pas le nom Boursorama et les gens reconnaissaient la marque juste avec la flèche et le logo. Et ça, c'est quand même des signes assez puissants d'une marque, d'une volonté client, d'une interaction qui satisfait et qui plaît.
Les modèles traditionnels, ils se transforment très bien. Je suis ravie que BPCE ait 18 fois par mois ses clients sur le mobile. Nous, on les a 30 fois par mois. Donc, sur le mobile et le online, je vais être honnête. Mais donc, ils viennent nous voir 30 fois par mois. On a plus de 65% en France de notre clientèle qui utilise le digital de façon régulière, donc qui fait une transaction. C'est pas juste l'enrollment va taper les 98% comme chez BPCE. On a en moins de 18 mois accéléré. Nous, on a 7 banques de détail dans le groupe, qui vont 3 en France, mais on a également la Russie, la République tchèque, la Roumanie et l'Afrique. Pour vous donner une idée des chiffres en termes d'accélération, et c'était des stratégies qui étaient définies pré-Covid. Donc sincèrement, Covid a juste facilité les usages, mais n'a pas changé fondamentalement les mouvements qui étaient là. On a vu des accélérations sur les ventes qui étaient en général de 3 à 7%, qui aujourd'hui sont entre 15 et 50% d'accélération selon les géographies et les pays, avec une forte augmentation de l'acquisition digitale sur les modèles traditionnels. L'enjeu pour le modèle traditionnel, c'est d'arriver à le produire en coût unitaire et marginal qui reste efficace, puisque la banque traditionnelle, elle a un modèle industriel très efficace qui est servi par un réseau physique. Et donc, du coup, il faut vraiment câbler les parcours digitaux pour qu'ils soient efficaces, rentables et qu'ils fassent du sens dans la relation client. Et ça, c'est souvent ce qu'on observe dans les banques qu'ils n'arrivent pas à capter, c'est-à-dire qu'ils traitent le digital, même dans l'organisation, comme étant un canal, quelque chose en plus, des équipes en plus. Et du coup, ça n'est pas adhérent. Et les transformations, eh bien, ça veut dire que les investissements peuvent aller au mauvais endroit, transformer les mauvais parcours. Moi, il y a des banques où je suis arrivée au sein du groupe où on voyait, OK, vous avez construit un parcours digital, combien vous vendez de produits par mois ? On regardait les chiffres, on disait, ah bon, mais donc on va parler aux équipes digital marketing parce qu'il faut qu'on arrive à accélérer. Et on s'apercevait qu'en fait, ils avaient des énormes compétences IT, mais peu de compétences finalement digital marketing. Donc je fais un peu ça pour répondre, j'ai répondu à ta dernière question en premier. Comment on organise le digital et l'innovation chez Société Générale ? Nous, on a une stratégie très claire, on a eu en 2 directions. La première, c'est la transformation des modèles existants, des modèles d'affaires. Et donc là, ça va passer par le digital, mais aussi les nouvelles façons de travailler, la culture. Donc c'est une vision assez holistique qu'on mesure. Donc nous, on a choisi d'inscrire ces reporting dans la gouvernance du groupe, c'est-à-dire que c'est directement supervisé par la fonction finance. Moi, j'ai construit les modèles, les cibles, je les ai harmonisés, et c'est la fonction finance qui, en fait, a implémenté ce suivi avec ces métiers. Et donc ça, c'est très puissant, puisqu'en fait, on n'est pas dans une gouvernance ad hoc ou dans une transformation ad hoc, directement portée dans le groupe. Et je porte également toute la transformation IA Data, qui, elle, là, on s'est fixé des ambitions assez fortes cette année en termes d'efficacité opérationnelle et de transformation de nos modèles. Et on voit que ça passe quand même assez rapidement. Alors nous, on n'a pas choisi de faire une transformation en disant voilà toutes les chaînes de valeur et voilà tous nos métiers. Et puis comme Société Générale, c'est quand même 138 000 collaborateurs dans 62 pays avec 15 lignes business et 10 services units, c'est très très diversifié. Donc on n'a pas choisi de dire voilà, on va tout regarder, on va se dire où est-ce que sont les plus gros pools d'efficacité et puis on va régler par domaine et puis ensuite on va incentiver les gens. On a fait un modèle inverse. C'est-à-dire qu'on a dit, bon, le portefeuille qu'on a, il fait 250 cas d'usage, mais en fait, il génère que 15 millions de valeur, plus ou moins. Donc, en fait, c'est pas vraiment très satisfaisant au terme de l'investissement. Eh bien, on a incentivé les métiers pour, en fait, nous générer plus de cas d'usage avec de fortes valeurs. Et en moins de 6 mois, en fait, on a généré énormément de traction à travers l'organisation. Et ça a stimulé les équipes pour vraiment nommer dans les métiers des patrons analytics pour superviser les processus front-to-back. Et c'est en train d'arriver. Et en fait, comme on avait mis une cible assez forte en bottom-up, c'est vraiment en train de prendre un mouvement d'ampleur et ça fonctionne. Et ça, c'est important aussi parce qu'on n'est plus dans des mécaniques de transformation où j'ai un gros schéma directeur et puis je descends et je fais tout ça. Ça ne peut plus fonctionner. La transformation digitale, c'est trop gros. Il faut vraiment cibler et la nature de ce qui fait le succès, c'est l'exécution continue, répétée, le suivi des cibles et arriver à le faire avec des investissements qui sont câblés au bon endroit. Côté innovation, c'est le deuxième pan de ma mission. Donc là, on a structuré le fonds SG Venture qui a investi 200 millions d'euros dans les startups. Et puis, on a réalisé 5 acquisitions. Je suis sûre qu'on aura le temps d'en reparler. Shine, Trésor, Rizocar, qui chacun, les acquisitions ne répondent pas à une stratégie one size fits all. Pour nous, Trésor, c'est un nouveau métier de banquier de service. Donc, c'est un nouveau métier et on le considère en tant qu'un nouveau métier. On ne cherche pas à l'intégrer dans une de nos lignes business. Shine, eh bien, on cherche à en faire le Boursorama des pros. C'est un modèle qui est digital, comme Boursorama.
on ne cherche pas à l'intégrer dans notre modèle. Et Rizocar, qui est une plateforme de e-commerce pour les véhicules d'occasion, eh bien, on le considère comme un business model de e-commerce. Donc, au niveau du groupe, on a bien compris que ces modèles ne sont pas adhérents à nos modèles d'affaires existants et que donc il faut vraiment arriver à créer ces nouveaux modèles, à comprendre ces nouveaux modèles économiques. Et ce qui est très puissant, encore une fois, c'est que c'est directement porté par nos métiers. Merci. Toujours pour rester sur l'innovation, alors Anaïs, tu représentes La Fabrique by CA, dont tu es aussi une des cofondatrices, CEO aujourd'hui. Avant ça, une carrière de consultante sur des sujets digital et produits, et une passion pour les fintech. Je te voyais réagir notamment à ce que disaient Frédéric et Geoffroy sur comment on opère et comment on s'attelle avec des fintech. C'est un peu le mission statement, j'ai envie de dire, de La Fabrique by CA, où vous devez qui est le Startup Studio, pour ceux qui ne connaissent pas, le Startup Studio du groupe Crédit Agricole, où vous industrialisez la création de startups et vous mettez aussi le groupe Crédit Agricole au service de ces startups-là pour trouver justement des modèles d'affaires cohérents. Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit sur le partage de l'innovation et comment on fait de l'innovation en partenariat avec ces startups ? Alors merci, effectivement. Bonjour à tous. Alors, on a parlé personnalisation de services, nouveaux services, collaboration entre les acteurs traditionnels et les startups, et puis aussi passage à l'échelle. Et en fait, c'est pour essayer d'adresser ces différents challenges-là qu'il y a 3 ans, on a créé La Fabrique by CA, donc le Startup Studio du groupe Crédit Agricole, pour essayer d'allier l'agilité et la rapidité d'exécution des startups et la puissance d'un grand groupe. On l'a vu tout à l'heure, Stéphane et Valérie le citaient. Les exigences de nos clients sont élevées par des standards de marché qui sont fixés par des acteurs qu'on a coutume d'appeler les startups. Et en fait, on voit que ces acteurs-là, s'il y a une accessibilité du produit à réaliser pour trouver un product market fit, on voit que le passage à l'échelle est un véritable enjeu. Et donc c'est pour ça que le groupe Crédit Agricole a décidé de faire un pas de côté il y a 3 ans pour créer La Fabrique by CA, qui est le Startup Studio du groupe Crédit Agricole. Donc on a 2 missions. Alors la première, bien sûr, en fait, un Startup Studio, c'est quoi ? Pardon, je vais peut-être répondre à cette question. C'est une start-up qui a pour mission de créer d'autres start-up. On a 2 métiers au sein du studio. Le premier, c'est d'industrialiser la création de start-up, à savoir donc sortir rapidement et bien des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont adresser des services extra-bancaires essentiellement, mais aussi d'accélérer la croissance de ces start-up en justement s'appuyant sur la puissance des grands groupes. Alors quand on parle de puissance, on va parler de différents leviers, on va parler des services financiers qu'on peut trouver au sein du groupe Crédit Agricole, on va parler des expertises et on va bien sûr parler du réseau de distribution. Je pense que ce modèle a fait ses preuves, j'en suis même convaincue, puisque en 3 ans, on a créé 6 startups et c'est justement grâce à ces avantages compétitifs qu'on trouve au sein du Crédit Agricole qu'on va pouvoir les développer. Je pense notamment à KLS, qui est une startup qu'on a sortie il y a 18 mois, qui va faciliter le financement multipartenaire avec des cas d'usage comme la syndication ou la syndication de crédit, par exemple. Et en fait, on a réussi à sortir ce produit en 12 mois et on a réussi à atteindre l'échelle très rapidement puisqu'en fait, en 18 mois, on a eu plus de 30 acteurs bancaires qui utilisaient cette plateforme SaaS, dont 4 externes au groupe Crédit Agricole. Super, merci. Geoffroy, je voulais te réinterroger sur le sujet, là aussi, de coopération avec les banques. Tu as mentionné d'autres géographies, l'Italie, avec un paysage bancaire qui est très morcelé. La France, on sait que c'est au contraire très concentré. Notamment, on entend Frédéric qui dit voilà, on ne peut pas nécessairement suivre les investissements qui sont faits ou les fonds qui sont levés par un certain nombre d'acteurs spécialisés sur la chaîne de valeur. Est-ce que toi, tu te projettes aussi dans une coopération avec des grands réseaux bancaires français pour proposer ton service ? Ou est-ce que c'est encore très exploratoire ? Alors, juste pour préciser ta question, tu veux savoir si... Est-ce que ça fait partie de votre stratégie ? Est-ce que ça te semble jouable ? Est-ce que c'est des choses que vous discutez déjà ? Oui. On discute effectivement avec des grands réseaux bancaires, parce que j'ai dit tout à l'heure effectivement que les principaux partenaires que l'on a et que l'on cible sont des acteurs tier 2, donc de taille intermédiaire, qui sont soit des très grosses fintech, soit des acteurs digitaux au sein de grands groupes bancaires. Mais on discute aussi avec les réseaux. On avait notamment...
Alors, on verra ce qui en adviendra, mais on a pas mal travaillé avec HSBC pour refondre l'intégralité de leurs parcours digitaux de crédit online et en agence bancaire, avec une proposition de valeur qui est en général celle qui intéresse ces grands acteurs bancaires de réseau. Proposition de valeur de United, c'est aider la banque à faire réellement du crédit un produit d'acquisition. Parce que toutes les banques savent faire des prêts à des clients qu'elles connaissent. Mais là où ça devient un peu complexe, c'est quand il y a un client parfaitement inconnu qui nous demande 20 000 euros pour une voiture ou bien sûr un crédit immobilier. C'est un peu différent parce que le crédit immobilier est un produit d'acquisition et le client est habitué vraiment à être à livre ouvert avec la banque auquel il demande son prêt. Donc voilà, c'est un produit d'acquisition. Mais le crédit conso, ça n'a jamais été vraiment le cas. Et donc les acteurs de réseau savent faire du crédit à des clients qu'ils connaissent. Et nous, par construction, quand on s'est lancé en France, donc création de la société en 2009, mais lancement de l'activité commerciale en janvier 2012, on n'avait absolument aucune base client, à la différence des grands acteurs du crédit. Et donc, on a dû commencer à faire du prêt à des clients inconnus. Et notre spécialité, en fait, c'est d'analyser, de scorer et de faire le servicing des prêts à des clients qu'on ne connaît absolument pas, ni physiquement, mais ni d'un point de vue historique, avec qui on n'a aucune relation. Et c'était c'est le sens du projet qu'on a mené avec HSBC. Bon, on verra ce que donne l'édition qu'on va poursuivre avec Cerberus et My Money Bank. Mais ça, je pense que c'est un point qui est clé. La capacité donc à aider les acteurs de réseau à faire du crédit un produit d'acquisition. Et ça repose énormément sur DSP2. Donc là, c'est un sujet du moment, puisque Tink, effectivement, Visa a racheté Tink. Donc, ce matin, enfin annoncé en tout cas, DSP2, dans le domaine du crédit, nous, c'est la révolution qu'on attendait depuis 10 ans, qui est la capacité pour les clients à partager leur historique de compte bancaire avec un tiers, notamment un acteur du prêt. On a lancé ça en début 2018. On avait 5-10% de nos clients qui partageaient leur compte bancaire complet via DSP2. Et là, en fin d'année dernière, on était entre 60 et 90% selon les pays. Et tant et si bien que sur des crédits de petits montants ou dans certains cas d'usage, on impose le partage d'historique de compte bancaire. Et ça, c'est un peu l'outil par excellence pour finalement faire un prêt à un client sans le connaître, mais avec exactement, quasiment, la même information que celle qu'a sa banque de détail. Et je pense que c'est un tournant majeur. Et c'est sur ces sujets principalement, faire du crédit un outil d'acquisition en utilisant DSP2 pour le scorer et pas prendre trop de risques, parce que les grandes banques de réseau cherchent quand même à avoir un coût du risque bas. Et c'est là qu'on intervient et c'est là qu'il y a des demandes très importantes. Mais c'est vrai que c'est relativement récent. Et ça date de l'explosion de DSP2 et de sa généralisation. Frédéric Ouais, j'adhère 100% à ce que tu viens de dire, Geoffroy. Je vais enlever mon... Et je pense que DSP2, c'est un peu le réveil à tout le monde sur l'importance de la donnée, quoi. Parce que toi, tu l'emploies sur le crédit. Et ça, voilà, je pense que ça montre l'importance de l'accès à ces informations. Après, DSP2, il y a plein de choses à dire sur comment ça fonctionne, hein, parce que les API, c'est un peu compliqué et pénible à mettre au point. Mais bon, enfin, je pense qu'on va finir par y arriver. Et voilà. Et pour rebondir là-dessus, je pense que on voit qu'il y a à mon avis, il y a deux choses hyper importantes là dans ces données. La première, c'est que ce soit des données utiles. Tu citais 250K, et puis finalement, tu as mis de l'ordre là-dedans. Je pense que voilà, c'était un peu le Far West là, et donc on commence à comprendre comment utiliser les données. Bon, toi, tu as un cas d'usage très clair. Nous, on est en train de se focaliser sur des cas d'usage effectivement à gros effets de transformation, et puis toujours aussi à nous assurer que ça soit utile, hein, c'est-à-dire utile pour le client, que ce soit pertinent. Ouais, c'est les cas d'usage dont on parlait Claire. Je me suis noté ça aussi, que c'était pas le grand soir, mais on faisait cas d'usage par cas d'usage. Donc bien cibler, bien faire son marketing digital, etc. C'est un truc encore, je pense qu'il y a des progrès à faire dans l'activité des banques en général.
Et puis que ça soit utile aussi aux clients, hein, puisqu'il ne faut pas les solliciter sur des trucs qui ne les intéressent pas. D'abord, on perd de l'énergie marketing et deuxièmement, on ne transforme pas. Donc on a ça. Et puis ça pose toutes les questions d'éthique de la donnée. Alors je pense que moi je suis plutôt optimiste sur le sujet, parce que je pense que c'est de l'intérêt des banques qui sont des tiers de confiance que bien de servir des données des clients, sinon ils vont perdre la confiance de leurs clients, et ce qui est quand même la première valeur dans la relation. Donc je suis là-dessus, mais c'est quelque chose sur lequel nous on fait extrêmement attention là-dessus, et DSP2 c'est hyper intéressant pour découvrir des clients qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas chez nous, comme tu l'as dit. Ok, merci. On a parlé d'innovation, de data. On a notamment, Frédéric, tu as abordé la question des collaborateurs. Moi, je voulais aussi vous interroger sur le collaborateur et le futur du collaborateur dans tout ça, et comment on les embarque dans cette transformation. Marie-Cécile, vous, chez AXA Bank, avec peut-être aussi une relation collaborateur qui est un petit peu particulière compte tenu de la nature de votre réseau. Comment est-ce que vous entreprenez cette transfo ? Ouais, écoute, c'est une très bonne question, et je crois que ça a été dit aussi par Claire. Hein, c'est après comment on irrigue en fait l'organisation pour que cette transformation se fasse. Ça a été dit aussi par Frédéric, pour voir un peu comment les conseillers après, ils s'approprient cette transformation. Et donc nous, en tout cas, c'est vraiment un élément clé dans AXA Bank pour réussir justement à ce que tout le monde s'embarque dans cette transformation digitale. Et nous, on le fait à travers l'engagement des collaborateurs. Et on est très fiers à ce titre d'avoir été labellisé par Great Place to Work, qui est une très très grande fierté pour l'ensemble d'AXA Bank. Alors on le fait bien sûr, hein, parce que on pourrait, avoir le meilleur des labs, la plus belle roadmap digitale écrite sur du PowerPoint. Voilà, si derrière les collaborateurs sont pas engagés, il se passe pas grand-chose. Donc nous, par exemple, dans nos piliers stratégiques, systématiquement, on intègre ce pilier de Great Place to Work. Ensuite, on a beaucoup d'initiatives pour justement équilibrer entre la vie perso et la vie professionnelle. Alors ça peut aller, de gimmicks un peu type baby-foot, mais on propose aussi, par exemple, des places en crèche pour faciliter ça pour les parents. Très récemment, là, on a fait quelque chose d'intéressant pendant le Covid, et ça continue. On propose aux parents, pour leurs enfants, de les mettre devant un Teams, et pendant 2 heures, on les occupe. Et donc, autant dire que ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir aux On parents. va retenir l'idée. La nounou Teams. C'est ça. Ensuite, évidemment, on sollicite beaucoup leur feedback, parce que finalement, c'est aussi des conseillers que viennent les idées, parce que c'est eux qui ont tous les jours les clients au téléphone. Donc, ils savent bien mieux ce que veulent les clients que des gens dans une tour de verre, dans des étages élevés d'une tour. Et puis bien sûr aussi la RSE. Donc là, ça a été vu, sous l'angle des banques, mais nous on le voit aussi beaucoup sous l'angle des collaborateurs. Et donc on propose aux collaborateurs de participer à la vie de la cité à travers des actions qu'ils ne pourraient pas forcément faire s'ils cherchaient à le faire tout seuls dans leur coin. Donc pour vous donner un exemple, on a tout récemment en fait repeint avec des couleurs chatoyantes des salles d'un hôpital pédiatrique, dont celui de Trousseau, dans un service d'endocrinologie. Et voilà, tous ensemble, on s'est retrouvés et on a repeint toutes ces salles, tout un étage de l'hôpital. Et ça a été vraiment une très très grande fierté pour les collaborateurs. Et voilà comment on arrive, à les engager et à les rendre acteurs de cette transformation. Claire, je te voyais réagir. Peut-être pour Société Générale, l'embarquement des collaborateurs et ces sujets aussi impact. Je trouve ça joli. Donc, j'étais un peu transportée. Je pense que ce sera aussi intéressant d'écouter Anaïs sur le modèle de la fabrique. Mais
Alors, et moi, comme j'ai un rôle au niveau du groupe, c'est vrai que je travaille avec les 60 CDO et les patrons de la transformation qui, eux, au quotidien, regardent l'engagement de leurs collaborateurs. Moi, je partage, c'est des transformations, comme je disais, le digital, c'est très large, il faut faire des choix. Et c'est sûr que souvent, il y a ce moment où tu arrives et puis tu parles du e-commerce. Et même, il faut définir le e-commerce. Mais de quoi on parle? Alors, je pense que Covid a quand même aidé sur cet aspect culturel. J'étais avec Frédéric au début de la semaine, tu vois, j'avais ma pilette et je disais, tu sais, le truc c'est que la stratégie de fond, elle n'a pas changé, mais en fait, la transformation, il y a toujours le côté difficile parce que justement, il y a le côté humain, il y a la conviction, il y a le fait d'aller régulièrement sur le terrain. Et en fait, quelque part, avec Covid, on a vu que tous ces termes qui viennent des startups, qui viennent de ce monde du e-commerce, du digital marketing, les gens se sont familiarisés avec. Et donc ça a beaucoup facilité la capacité de transformation et également, tu parlais de Teams, l'usage au quotidien du digital. Moi, il y a des collaborateurs, ils sont pas à l'aise, on se rend compte, ils sont vraiment pas à l'aise avec Teams. Donc en fait, ils comprennent la surface du digital, ils lisent la presse, ils comprennent le site en ligne, etc. Mais finalement, quand on rentre un peu dans le modèle d'affaires, ce que ça veut dire, etc., on s'aperçoit que ils ne pratiquent pas Teams, ils ne comprennent pas les modèles asynchrones, ils ne savent pas comment fonctionner ça. Et je pense que c'est toujours assez difficile. Il n'y a pas une seule façon d'engager cette transformation culturelle. Chez Lloyds, qui était au UK, plus avancé que le marché français. Parce qu'il faut se rendre compte, moi chez Lloyds, quand je suis partie il y a 3 ans, on vendait déjà 85% de nos produits financiers en ligne avec une base client de 18 millions qui était engagée online. Donc ça transactait plus qu'Amazon le jour de Noël en termes de site internet. Et quand on a déployé les nouveaux modèles avec le product owner, le service design et qu'on a blueprinté toute notre organisation en disant il n'y a plus de change, il n'y a plus de run, il n'y a plus d'équipe IT, c'est maintenant les patrons de marché deviennent autonomes et pilotent leur budget de bout en bout et sont incentivés sur des mécaniques d'OKR et qu'on a fait ça sur tout le pays parce que Lloyd c'est pas que à Londres, dans Shoreditch, c'est à Halifax, à Édimbourg, à Blackpool, dans Chester, Lancashire, et on a eu des moments un petit peu difficiles où il y a des collaborateurs qui nous ont dit je comprends rien. Je comprends pas, en fait, je comprends pas ce qu'on attend de moi, je comprends pas ce que c'est le product management par rapport à être patron des marchés, comment j'engage cette transformation. J'ai essayé de m'enfermer avec le deck qui explique tout le modèle et comment ça va fonctionner, et voilà. Et on a lancé en fait ce qu'on appelle en anglais Pioneers, où on a envoyé tout le top management du top 50 de Lloyds sur le terrain, écouter en fait les collaborateurs et recréer ça. Et dans Société Générale, quand je suis arrivée, ce que j'ai fait, c'est que sur toutes les transformations digitales, et les plus difficiles, par exemple, dans tous les métiers de banque d'investissement, parce que le digital, c'est plus loin, il faut être honnête, c'est dans les banques de détail sur tous les clientèles particuliers, ça fait déjà quand même quelques années, comme on l'a dit avec les chiffres, mais dans la banque d'investissement, c'était plus loin. Et ben, ce que je les ai encouragés à faire, c'est d'aller faire les interviews clients dans les NPS, systématiquement, de mettre des questions sur l'offre digitale. Et puis après, on fait tourner les benchmarks, on fait tourner les cibles, mais on repart toujours de Voice of Client. Et ça, c'est des programmes super importants dans la transfo digitale pour vraiment engager et remettre au cœur c'est quoi les priorités, c'est quoi les attentes des clients, et comment aussi ça nous permet de capter un petit peu les besoins sur les nouvelles offres, et du coup de déterminer, il y a peut-être des segments de clientèle ou dans la tech où ils sont un peu particuliers, où en fait on va pouvoir en avance de phase tester des nouveaux produits, tester des nouvelles offres sur un modèle plus digital par rapport à des métiers de financement où non, le banquier senior il est toujours très important dans certains aspects. Donc moi c'est vraiment ces 2 points, l'écoute au niveau des collaborateurs et l'écoute au niveau du client. Merci. Anaïs, vous êtes un peu le village à côté, donc où on peut isoler, mettre des spécialistes, donc on gagne en vitesse, mais la capacité d'entraînement et justement l'embarquement des collaborateurs ou l'écoute client, comment vous avez cette capacité-là ? Alors, tu parles du village gaulois, effectivement, à côté du groupe Crédit Agricole. Alors, c'est vrai qu'on oscille en permanence entre 2 mondes à la fabrique, le monde des startups et le monde du groupe Crédit Agricole. Alors, à la fabrique, juste pour poser un petit peu les référentiels de chiffres, on est 12 personnes.
12 collaborateurs, et on a au sein du studio toutes les compétences nécessaires pour sortir un produit rapidement sur le marché. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que deux mondes qui ont des codes complètement différents, en fait, ont des déterminants d'engagement qui sont à peu près les mêmes. Le premier facteur d'engagement à la fabrique, c'est la liberté qu'on va offrir aux collaborateurs. Malgré tout, une fois qu'on parle de liberté, c'est pas une zone de non-droit. C'est pas une carte blanche et une autorisation à faire tout et n'importe quoi. Donc il est extrêmement important de définir des règles et de donner à nos collaborateurs en fait le cadre de jeu dans lequel ils peuvent évoluer. Et donc c'est pour ça que même si on a des gens qui ont une moyenne d'âge d'à peu près 35 ans, qui viennent de l'univers des startups, qui ont eu l'habitude de briser les codes, en fait ils rentrent dans un univers qui est quand même normé, avec une étiquette sociale et politique qui est très présente. Donc en fait on a un vrai enjeu d'acculturation de nos collaborateurs au sein du studio pour leur apprendre à travailler avec cet univers grand groupe, acteurs traditionnels. Et puis de l'autre côté, sur la partie groupe Crédit Agricole, je pense que sur l'engagement des collaborateurs, il y a un enjeu aussi, notamment sur la partie engagement du réseau, parce qu'on parlait notamment de comment, et on le voyait tout à l'heure aussi sur les services, c'est comment le conseiller peut apporter de la valeur, des services différents et vendre des services digitaux. Et je trouve que c'est très intéressant, mais il faut qu'on les accompagne pour leur montrer comment ces services digitaux apportent de la valeur à la fois à leurs clients, et donc qu'on leur apprenne à vendre des services qu'ils n'ont pas l'habitude de vendre, qui ne sont pas des services bancaires. Donc je pense qu'il y a un véritable effort de pédagogie à faire sur ces sujets-là, et puis qu'on leur montre aussi ce que ça leur apporte à eux. En tant que collaborateurs, je pense que c'est hyper important de pouvoir les accompagner pour leur montrer la valeur pour eux. Parce qu'au final, ce qui va servir tout ça, c'est la satisfaction client. Un client satisfait, c'est aussi un conseiller satisfait. Donc je pense que la complémentarité entre ces deux mondes est extrêmement intéressante à voir. Et finalement, les facteurs d'engagement sont à peu près les mêmes, même si les profils sont extrêmement différents. Et on voit qu'il y a déjà des passerelles, puisqu'en fait, même si nos collaborateurs viennent plutôt de l'univers start-up, on voit qu'il y a des vocations qui commencent à s'ouvrir et des gens qui sont prêts à franchir le pas parce qu'on est conscient désormais de la puissance du groupe Crédit Agricole, la puissance d'un réseau et d'un acteur traditionnel. Et à l'inverse, au sein de nos équipes, on a aussi des collaborateurs du groupe qui se découvrent des vocations d'entrepreneurs et qui franchissent le pas pour créer des startups. Je pense notamment à une de nos CEO qui est Cécile Joly, donc CEO de KNS, qui était avant chez Foncaris, donc une filiale du groupe Crédit Agricole, et qui est depuis 18 mois du coup CEO d'une de nos startups et qui exécute ça avec brio. D'accord. Voilà. Très intéressant, merci. Stéphane, je ne sais pas où est Stéphane. Faut que tu m'arrêtes ou il y a des questions dans la salle ou... Alors, il y aura peut-être des questions dans la salle, mais je voudrais aussi qu'on prenne une ou deux questions qui sont postées en ligne par ceux qui nous suivent à distance. Il y a quelques questions qui reviennent et que je vais donc vous poser. D'abord, un thème qui revient souvent sur la notion d'hybridation entre l'humain et le digital, et une question qui est particulièrement posée à Claire Calmejane sur la fusion Société Générale et Crédit du Nord et sur donc l'impact du digital par rapport aux conseillers. La question précisément, c'est est-ce que le conseiller bancaire dédié va être l'apanage des clients premium ? C'est une bonne question. Je ne suis probablement pas la personne pour y répondre, mais je serais ravie de rediriger cette personne vers une personne dans l'équipe de Sébastien Proto pour y répondre. Je pense que ce qui est sûr, c'est que dans la stratégie du groupe à date sur les clientèles premium, nous, on a fait le choix à travers notamment la cession de l'Ixor à Amundi et nos accords avec Amundi de prioriser la relation de notre conseiller premium avec son client sur ses projets et ses décisions, avec une architecture ouverte dans laquelle il va pouvoir consommer des produits Société Générale ou des produits fournis par d'autres dans l'asset management et de la gestion sous mandat qui a des conseillers spécialisés qui vont pouvoir l'accompagner de façon régulière. Donc pour moi, c'est une architecture dans la banque privée qui est relativement moderne et dans lequel le digital doit supporter cette relation digitale. Covid, encore une fois, a fait légèrement évoluer quand même les pratiques clients sur la banque privée. C'est-à-dire que traditionnellement, c'était une population qui était peu appétente sur le digital.
Et là, on a pu voir qu'ils ont plus sollicité, aussi parce que les usages, simplement, la rencontre avec un conseiller, c'est moins fait en physique, elle s'est fait via un Teams. Donc voilà, il y a toutes ces pratiques-là. Après, moi, je dis souvent, il faut être assez basique dans la transformation digitale. Évidemment, dans le milieu de la banque privée, je pense qu'on passe pas mal de temps à signer des contrats. Il faut juste être super déjà efficace sur la signature électronique. Et là, on revient un petit peu à ce que disait Fred et ce que disait Geoffroy sur les composants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes client, il y a différents modules de signature électronique, de QSAG, différentes choses. Il faut juste que ça soit simple, en fait. Il faut juste que quand on reçoit le document, on puisse le faire rapidement, que ça soit envoyé, que ça soit sécurisé. C'est quand même des informations où on va vraiment une excellence sur la sécurité. Donc, on va vraiment se sentir en confiance dans le parcours client au maximum, etc. Donc, aujourd'hui, il faut être honnête, la plupart des banques privées, on est souvent plutôt dans ce type de considération et il n'y a aucune raison que... C'est vraiment, je pense que quand on va vers la banque privée, on y va parce qu'on a envie d'être servi dans une relation avec un conseiller d'abord. Après, effectivement, la modernisation, elle passe par cette architecture ouverte et ces différents points. Très bien. On aura aussi tout à l'heure un sujet sur l'hybridation sur lequel on pourra revenir sur ces questions. Une deuxième question du public avant de passer aux questions de la salle, alors qui s'adresse à tous les intervenants. Parliez justement de la signature électronique, de la dématérialisation. Alors c'est une question qui porte sur le crédit immobilier. Est-ce que, je cite donc, l'innovation dans le scoring va-t-il supprimer le besoin pour le client de se rendre en agence pour ce type de crédit? Alors je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question sur le crédit immobilier. Moi, je peux peut-être répondre, et puis je pense que ça complétera ce que dit Claire. Évidemment, il y a aujourd'hui déjà beaucoup d'acteurs qui proposent du crédit immobilier en ligne. Alors, à un moment, il peut y avoir un appel téléphonique même avec le conseiller. Mais voilà, très clairement, c'est des choses qu'on peut déjà faire. Mais moi, c'était vraiment mon point de tout à l'heure. Finalement, on voit quand même si Boursorama fait des gros volumes en crédit immobilier, même chez les jeunes, moment de vie extrêmement important. Dire des crédits immobiliers, on en fait un ou deux dans sa vie. Souvent, il y a ce besoin de rencontres digitales. Merci aux intervenants, merci beaucoup.